Bonjour à tous, que vous soyez un professionnel aguerri qui a plusieurs fois été face à l'exercice du recrutement et de l'entretien de recrutement, ou alors que vous soyez le jeune diplômé qui va rentrer dans la vie active et qui va donc devoir se confronter à l'exercice, que vous soyez aussi une RH qui doit régulièrement faire passer des entretiens, ou n'importe quel salarié qui le fait dans le cadre de son activité professionnelle. On parle ici d'un processus d'humain à humain. Alors peut-être plus tout à fait. Maintenant, effectivement, l'intelligence artificielle vient de rentrer de façon globale dans notre vie, mais aussi dans les processus de recrutement. Et on va voir dans cette vidéo, effectivement, qu'elle prend une place de plus en plus importante et quels peuvent être les problèmes, quelles peuvent être les dérives de l'utilisation massive de l'intelligence artificielle dans les processus de recrutement. Jingle! Donc, notre objectif dans la vidéo, c'est vraiment de regarder comment l'IA est déjà rentrée dans les processus de recrutement et qu'est-ce qui nous attend. Alors, où on en est vraiment actuellement? Clairement, actuellement, ce qu'on fait un entretien, on n'est pas en train de passer devant un robot humanoïde et tout ça, ça reste encore de la science-fiction. Mais par contre, l'intelligence artificielle, c'est déjà une réalité dans de nombreuses étapes du processus de recrutement. On va essayer de les regarder. C'est pas un remplacement pour le moment, c'est une assistance. Et oui, j'utilise le terme pour le moment, et je le fais peut-être plus par inquiétude que par réalité définitive, mais quand même. Donc pour le moment, l'IA agit principalement comme un outil d'aide à la décision pour les recruteurs. On va voir que ça peut aller plus loin que ça, et on va voir qu'il y a déjà eu des dérives. On a aussi effectivement l'IA comme outil pour automatiser les tâches répétitives. Son rôle principal, ça va être de faire gagner du temps et d'améliorer l'efficacité. En tout cas, c'est comme ça qu'on la voit arriver et qu'on la voit devenir un élément important dans les processus de recrutement. Ce qui est notable par contre, c'est que toutes les entreprises ne vont pas à la même vitesse, tout le monde n'adopte pas l'utilisation de l'IA dans les processus de recrutement au même rythme, c'est peut-être aussi un peu rassurant. Clairement, les plus grosses entreprises qui ont les moyens déjà de s'offrir les outils d'intelligence artificielle pour faire ce genre de choses sont beaucoup plus promptes à utiliser les technologies de l'intelligence artificielle dans le cadre du recrutement que des petites entreprises ou des PME. Mais on voit des PME qui commencent à s'y intéresser. Donc on va essayer de regarder des cas concrets d'utilisation de l'IA, là où l'IA intervient à plusieurs étapes différentes, à plusieurs moments clés du parcours de recrutement. Donc, la première étape, c'est au niveau de ce qu'on appelle le screening, c'est-à-dire screening ou sourcing, le tri des CV, la réception et le tri des CV. Donc là, on a des outils qui permettent de faire de l'analyse sémantique des CV, des lettres de motivation pour identifier des mots-clés qui démontrent que le candidat correspond à l'offre. Ça a l'air innocent, mais finalement, on s'aperçoit qu'effectivement, on a déjà une première étape de sélection dans laquelle ce n'est plus le regard d'un humain qui fait le premier travail, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Donc effectivement, on a aussi tout ce qui est du domaine du matching sur les profils. L'IA, elle propose des candidats les plus pertinents sur des milliers de CV. Alors effectivement, est-ce que c'est fondamentalement un problème? Peut-être pas, puisqu'on se dit, il y a des milliers de CV. Est-ce que l'œil humain avait le temps d'analyser ces milliers de CV? On se dit, finalement, mon CV a peut-être une chance de plus ressortir parmi ces milliers de CV, parce que, oui, ma candidature est la plus adaptée. Oui, c'est un fait. Ensuite, on a tout l'aspect chatbot, donc les premiers échanges, c'est-à-dire les premiers contacts avec l'entreprise. Bah là, on voit effectivement la mise en place d'agents conversationnels qui répondent aux questions fréquentes des candidats en permanence. Donc, ils peuvent préqualifier un candidat en posant des questions simples, les disponibilités, les prétentions salariales, l'expérience requise. Donc, effectivement, ça veut dire qu'on peut effectivement le candidat peut déterminer si le poste est réellement adapté à lui. Reste à savoir ce qui est fait des informations qui sont faites dans ces premières étapes de chatbot. Potentiellement, effectivement, il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de persistance de la conversation. Donc, effectivement, ça permet au candidat de mieux cibler. Pourquoi pas?
Et effectivement, en plus, ça veut dire que ça peut, on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous, d'avoir la disponibilité d'une personne, on peut le faire en dehors de ses plages de travail, puisque du coup, le bot, lui, il travaille 24, 7 jours sur 7. On en a aussi dans les étapes de profiling, donc tout ce qui est analyse des entretiens vidéo différés. Donc là, on commence à avoir un usage qui, pour le coup, devient beaucoup plus concret, déterminant dans le processus de recrutement. Donc le candidat enregistre ses réponses et l'ensemble de tout ce qu'il veut présenter pour défendre sa candidature, des réponses à des questions prédéfinies par exemple. L'IA analyse le contenu verbal. Et là, on commence à avoir effectivement le vocabulaire, les mots utilisés, mais aussi le ton, la voix, les expressions faciales, pour évaluer la pertinence ou l'enthousiasme. Donc là, on commence à se dire, est-ce que l'IA est tout à fait capable de faire ce genre de choses? Est-ce que l'IA actuellement est capable d'avoir la capacité de reconnaître ce genre de choses? De plus en plus, on est obligé de l'admettre, de plus en plus. Mais effectivement, on enlève encore une grosse part de l'humain dans le processus. Et enfin, on a la partie du skills assessment, c'est-à-dire la capacité d'évaluer les compétences. Et là, effectivement, on peut se retrouver avec des IA qui vont proposer des serious games, des jeux adaptatifs, et l'IA va contrôler l'adaptation du jeu pour essayer de déterminer au mieux le profil de compétences de la personne. Et du coup, tous les résultats vont être effectivement analysés par une IA pour évaluer les compétences logiques. Finalement, quelque part, ce genre le skills assessment, et surtout le technical skills assessment, souvent est fait par des professionnels. Et ces professionnels, les professionnels opérationnels, c'est-à-dire pas les personnes dans les services de ressources humaines, ont-ils le temps de le faire en profondeur et est-ce qu'ils le font correctement? Donc il y a forcément des intérêts, il y a des avantages à utiliser l'IA. Maintenant, on va essayer quand même d'avoir une vision un petit peu objective, pragmatique de ce qui est en place, de ce qu'on a essayé de faire, mais aussi de ce qui pourrait arriver si elle évolue et comment elle va évoluer. Donc, juste pour continuer à illustrer encore là, nos 4 processus et de regarder les outils, il existe. Et il y a déjà des entreprises qui utilisent régulièrement ce genre d'outils pour chacun de ces processus. Au niveau screening, on a Textio, Seekout. Donc là, on est avec des outils qui font de l'optimisation des offres d'emploi pour attirer le plus de diversité, l'analyse et le classement des CV. Donc là, on a des choses qui sont vraiment des vrais assistants, pour le coup. On est encore sur de l'assistant pour le RH, pour effectivement fabriquer au mieux les offres d'emploi. Au niveau de chatbot, on a Paradox, Maya, c'est des outils d'automatisation des premiers contacts, donc effectivement, la planification des entretiens, réponse aux candidats. Donc là, on est effectivement, on remplace déjà des fonctionnalités de certaines personnes dans l'organisation du processus de recrutement. Au niveau profiling, alors là, il y en a un qui est assez connu, il y a HireVue, et il y a VisioTalent, ce sont des plateformes d'entretien vidéo différées avec des modules d'analyse par l'IA. Là, on est réellement, quand on entend parler, quand ça débat autour du sujet du recrutement et de l'IA, souvent les logiciels qu'on pointe, c'est ceux-là. C'est ceux qui vont remplacer l'œil humain dans la mesure et l'analyse de la performance, pas de la performance, pardon, justement, de la cohérence de la personne vis-à-vis d'un poste. Sur quels critères, sur quels principes, est-ce que l'IA est fiable pour faire ce genre de choses? On peut se poser la question. Et enfin, sur le skills assessment, on a Pimetric, Goshaba. Donc là, c'est des plateformes de jeux basées sur les neurosciences pour évaluer les soft skills et le potentiel. Bon, vous voyez, c'est concret. Il y a déjà énormément d'outils pour interagir dans le périmètre du recrutement et qui sont du domaine de l'assistant, voire plus que le domaine de l'assistant. On revient au départ. Donc effectivement, la promesse d'un monde parfait dans le domaine du recrutement, c'est de se dire au départ, l'IA dans le recrutement, c'est une utopie, la promesse est simple et séduisante, c'est la fin des biais. On a un algorithme neutre qui ne juge que la compétence, qui ignore les genres, qui ignore l'origine, qui ignore l'âge, qui ignore l'école.
C'est ce qu'on aimerait en tout cas. Et effectivement, ça veut dire que moi, en tant que candidat, je viens et puis j'ai toutes mes chances parce que finalement, on me juge sur ce que je sais faire, non plus sur un potentiel élément de discrimination. Oui, l'homme a ses travers et parmi ses travers, il a cette fâcheuse tendance à des fois de temps en temps continuer à avoir des comportements discriminants ou des attitudes discriminantes. Ensuite, il y a l'efficacité absolue. Trouver le candidat idéal dans une montagne de CV, et là c'est l'aspect montagne de CV qui est importante, en quelques secondes. C'est-à-dire être le plus efficace possible pour pouvoir recruter. Oui, ça peut être super intéressant de se dire, voilà, finalement on a beaucoup de chômage, mais on a peut-être aussi des entreprises qui cherchent des profils, et en fait on s'aperçoit souvent que l'adéquation des profils est compliquée, et c'est peut-être pour ça qu'on ne remplit pas certains emplois, alors même qu'il y a du chômage. Donc on se dit, finalement, l'IA peut nous aider sur ce genre de choses. Très bien. On a aussi l'expérience candidate parfaite, c'est-à-dire des réponses instantanées, un processus fluide. Oui, on peut candidater, on peut se donner le maximum de chances et d'adresser le maximum d'entreprises qui pourraient être intéressantes pour nous. On peut le vérifier parce qu'effectivement, dans les premiers contacts avec le chatbot, on peut questionner et donc préparer son entretien. Très bien, pourquoi pas. Bon, est-ce que c'est un rêve? Oui, oui, ça reste un rêve, hein. C'est un monde où seul le mérite compte. Alors le mérite, le vrai mérite, hein, le mérite mesurable pour le coup, hein, où chaque talent a sa chance, mais que se passe-t-il quand ce rêve se confronte à la réalité? Donc là, on va essayer de regarder un petit peu, de sortir de ce monde de rêve et de regarder finalement la réalité du terrain. On se réveille. Donc aujourd'hui, l'IA, on l'a déjà dit, c'est pas un recruteur humanoïde, pardon. Elle est plus discrète, elle est plus insidieuse, et elle est le filtre invisible qui décide si votre CV sera lu ou non. Ça, c'est déjà le cas. Mais alors, du coup, doucement, on passe du contact avec une personne, avec un humain, avec sa sensibilité, avec sa volonté de donner des chances à n'importe qui, où effectivement, dans la majorité des cas, ça sera ça, et moi, c'est ce que je veux voir. Finalement, à 3 entités, à 3 agents, qui vont devenir de plus en plus présents, 3 agents au sens presque IA agentique du coup. Le premier, c'est le gardien du temple, celui qui trie les CV, des algorithmes froids, hygiéniques, qui scannent les CV à la recherche des mots-clés. Si votre profil n'utilise pas le jargon attendu, et c'est là où il y a un problème, c'est-à-dire qu'effectivement, on va créer une jargonite. Si vous adaptez pas votre langage à ce que l'IA attend de recevoir, eh ben vous êtes invisible. Vous n'êtes même pas jugé comme compétent, alors même que vous le seriez, parce que vous n'utilisez pas le bon vocabulaire, le bon jargon qui est attendu par notre gardien du temple. Bon, j'ai mis un Jedi, forcément, je ne pouvais pas m'empêcher. Le deuxième agent qu'on voit, c'est l'interrogateur impassible. On fait un entretien vidéo différé, et finalement, en face, on n'a pas d'humain. Donc, il n'y a pas la sensibilité de l'humain, il n'y a pas le feedback aussi de la personne qui vous recrute. Alors, vous parlez plus à une personne, mais vous parlez à une webcam. C'est difficile quand même. Là, je suis en train de faire l'exercice. Elle me sourit pas tellement. Hein, donc, forcément, tout le monde n'est pas capable de parler devant une webcam et tout le monde n'est pas capable de montrer sa sensibilité, de démontrer son expérience face à une caméra. Et puis finalement, peut-être que du coup, vous n'allez pas avoir la capacité d'emphase, la capacité de démonstration que vous auriez face à un humain. Il est déjà difficile de faire un recrutement via une webcam devant un humain, parce que la mesure du feedback est déjà compliquée, mais alors devant la webcam tout court, alors là, ça devient extrêmement compliqué. Est-ce que vous souriez assez ? Est-ce que vous avez l'air assez engagé ? Est-ce que vous avez de la dynamique ? Enfin, voilà, il y a personne devant vous qui vous challenge pour savoir si vous êtes suffisamment dynamique. Donc, c'est déjà compliqué. Et enfin, notre troisième agent, là, c'est le juge ludique. Sur le terrain un petit peu des serious games, hein, on évalue votre logique, là, très mécaniquement, très froidement. Et ces tests mesurent-ils vraiment votre aptitude pour le poste ? Est-ce que c'est comme les tests de QI? Est-ce que ça mesure l'intelligence? Alors là, ça reste tout à fait subjectif. Hein. Oui, on mesure une intelligence
logique. Par contre, est-ce qu'on mesure une intelligence empathique, une intelligence émotionnelle, une intelligence sociale, tous les critères, tous les cadres d'intelligence? Non. Bah, notre juge ludique, il risque d'être un petit peu aussi froid sur le sujet. Et est-ce qu'il va être capable de faire ce travail? On peut se poser la question. Bref, de mon point de vue, bienvenue à Gattaca. Si vous avez jamais vu ce film, je ne peux que vous encourager à le regarder. Effectivement, de voir une personne qui va mettre en place une débauche d'énergie pour pouvoir être capable de rentrer dans un lieu où tous les critères de sélection sont hyper stricts et rigoureux. Bah, c'est pas ça qu'il faut qu'on obtienne. Il faut pas qu'on obtienne un processus de recrutement qui ressemble à la capacité de rentrer à Gattaca. Donc, je vais encore un petit peu aller un peu plus loin, et puis regarder aussi la face cachée, celle qu'on n'a pas encore vue dans ce que j'ai souligné. Quand la machine hérite de nos pires défauts. Ben oui, c'est-à-dire que forcément l'IA, elle apprend de ce que l'humain a fait, fabriqué, conçu, dit, dessiné, filmé. Toutes nos IA sont faites actuellement et alimentées, leurs leurres sont faits à partir de ce que nous avons produit. Donc le risque encore, il est d'obtenir une fissure supplémentaire, un risque encore plus grand, que la machine, elle soit pas quelque chose d'inhumain, mais au contraire qu'elle soit trop humaine et qu'elle amplifie nos propres défauts et nos propres préjugés. Là où je veux en venir, par exemple, je veux le souligner avec ce qui s'est passé chez Amazon, c'est un cas concret. En 2018, Amazon a abandonné son IA de recrutement, qu'elle avait entraîné avec 10 années de données de recrutement et ainsi de suite, parce qu'elle avait appris que les hommes étaient de meilleurs candidats pour les postes techniques et pénalisait systématiquement les CV contenant le mot femme. Ben oui, parce que l'IA, elle a appris de ce qu'on lui a donné à manger. Et que dans ces 10 années de recrutement, nos travers, ils sont présents. Nos biais de sélection étaient présents. Alors, c'est problématique parce que ça démontre qu'effectivement, nous, en tant qu'humains, on n'est pas meilleurs sur certains aspects. La preuve, c'est que cette sélection, elle a été probablement faite avant. Mais du coup, ça démontre que l'IA telle qu'on la propose actuellement, non, elle va pas répondre, elle ne peut pas répondre parce qu'elle est le fruit de l'apprentissage de ce que les humains ont produit. Ensuite, il y a la problématique du culte de la conformité. Oui, l'IA, elle va rechercher des profils malheureusement stéréotypés. Stéréotypés dans les limites de ce que l'humain lui a appris comme des profils nécessaires pour la compétence attendue, ou parce qu'elle est encore une fois fabriquée avec des données qui sont limitées à ce que l'humain lui-même est capable de lui proposer. Donc il y a un fort risque en tout cas qu'elle écarte les profils atypiques, qu'elle écarte les profils trop créatifs, les outliers, aussi on peut parler de disrupteurs aussi, d'éléments disruptifs, qui vont souvent être les plus grands innovateurs dans une entreprise. Donc en faisant ça, on risque finalement de détériorer l'entreprise, parce que effectivement elle ne va plus laisser rentrer les profils qui vont lui permettre d'avoir cette étincelle, ce supplément, à la fois supplément d'âme mais aussi supplément de folie, qui permettent de trouver le produit, la solution, le service qui va changer la vie de tout le monde. C'est un vrai problème. Là, pour le coup, ce problème de construction d'un profil trop conformé, trop stéréotypé. Enfin, il y a ce côté aussi boîte noire injuste. Un candidat est rejeté, le pourquoi, ça va être compliqué. Il y a quelque part un côté, l'algorithme a décidé, Big Brother a dit non. Cette absence d'explication, elle est déshumanisante. Alors, est-ce que c'est complètement vrai ce point-là? Peut-être pas, parce que finalement, avant, on n'avait même pas de réponse. Là, peut-être qu'on aura une réponse, mais est-ce que cette réponse, elle va être satisfaisante? On peut se poser la question. En tout cas, il y a un risque que ça crée un sentiment d'impuissance et de défiance, parce qu'on n'a pas l'explication réelle. Et oui, parce que forcément, la réponse, est-ce qu'elle ne sera pas aussi, elle, stéréotypée de certains aspects dans sa façon d'être construite? On peut se poser la question. Enfin, je veux souligner aussi les dommages collatéraux. Il y a forcément, avec l'introduction de l'IA, une réelle transformation des rôles. Forcément, les rôles, il y en a deux. Je vais commencer par le recruteur, parce qu'effectivement, ces recruteurs, on les a appelés les chasseurs de tête.
C'est nos collègues qui travaillent dans les services de ressources humaines, ça peut être aussi des collègues opérationnels qui ont besoin d'un prestataire, qui ont besoin d'une personne, qui vont forcément faire un exercice de sélection. Il y a un risque que finalement, il passe de ce chasseur de tête intelligent, qui utilise son intelligence dans ce processus de déterminer la bonne compétence, à quelque part à un gardien d'algorithme, à vérifier que l'algorithme a fait un travail relativement pertinent. Et là, il y a plusieurs niveaux, quoi. Donc le risque, c'est un risque de déresponsabilisation. Le recruteur, il devient un simple opérateur. Il y a un risque qu'il devienne un simple opérateur qui valide les choix d'une machine en laquelle on a une confiance aveugle. Là, c'est le niveau le plus élevé. Et finalement, son intuition, son expertise, son expertise du contact humain, hein, pas au-delà de l'expertise plus globale, sont mis de côté. Bah là, il ne faut pas aller sur ce chemin-là. La nouvelle mission, si on reste un peu optimiste, c'est de se dire, son rôle mute, il doit devenir effectivement cet auditeur de l'algorithme et vérifier qu'un enquêteur des biais, hein, un défenseur de l'éthique, et c'est peut-être là que je souligne le plus, qu'effectivement, il remette de l'humain dans le processus. Il doit passer plus de temps à challenger la machine qu'à lui obéir. Ça, malheureusement, ça risque d'être un fait. Mais du coup, effectivement, il faut qu'il remette de l'humain dans le processus. Et il va devoir se concentrer sur quoi la machine ne peut pas donner de réponse. Donc évaluer la passion, la vision, l'adéquation culturelle profonde. Il connaît son entreprise, il sait ce qu'on attend en termes de culture d'entreprise. Est-ce que l'IA va être capable de le faire? En tout cas, pour le moment, elle n'en donne pas les signes. Donc, voilà, ce ne serait pas raisonnable de faire disparaître complètement cet humain de l'équation. Du côté du candidat, la transformation des rôles, on a effectivement un travers qui va forcément arriver, qui est du domaine de la construction d'un caméléon numérique, quelqu'un qui va s'adapter, qui va jouer à un jeu de dupes. Il va plus être authentique, il va optimiser d'abord son CV pour être sûr qu'il va matcher. Il va ensuite s'entraîner ou potentiellement même trouver des techniques de la technologie qui potentiellement pourraient être mises en place pour s'assurer, pour finalement peut-être ne pas être filmé directement et parler au travers d'une image générée, proposée à la caméra du système de recrutement. Et donc effectivement, il va apprendre à déjouer tous les tests potentiels qui vont lui être mis en place. Et puis par contre, du coup, si on revient dans le caractère un peu plus positif, là, il y a aussi la possibilité de se dire, si on a fait cet effort d'adapter la mission et de garder de l'humain dans le processus de recrutement, bah là, on va avoir paradoxalement un phénomène où le soft skill, même le math skill, va devenir prévalent. Parce que finalement, les gens auront potentiellement tous compris comment duper le processus un peu automatisé et soumis à l'IA de recrutement. Il faudra peut-être effectivement des hommes ou des femmes qui seront capables de continuer ce processus sur le côté un peu plus humain, ce que j'exprimais dans la modification de la vision chez le recruteur. Et puis, du coup, ces soft skills ou ces math skills, ça va devenir le seul avantage concret, tangible, concurrentiel vis-à-vis des autres personnes qui vont candidater. Et ça, parce que pour le moment, l'IA n'est pas encore capable de quantifier les aspects passion, vision et adéquation culturelle profonde, tels que je l'ai exprimé tout à l'heure dans la définition dans la modification du rôle du recruteur. Par contre, ça, c'est si l'entreprise, elle reste raisonnable. Si elle se dit pas que finalement, ces choses-là, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que le rapport, est-ce que finalement, payer des personnes à répondre au processus transverse des RH, c'est finalement pertinent si l'IA fait quand même un boulot acceptable? Il y a un risque, mais là, il y a un vrai problème. Si nos entreprises font ce genre de choses, moi, personnellement, j'ai pas envie de travailler dans cette entreprise-là. Enfin, on va être très clair. Et pour le moment, heureusement, aucune entreprise ne se comporte comme ça. Le but, c'est que, et c'est un peu l'objet de ma vidéo, c'est de se dire, ne laissons pas rentrer dans nos entreprises des dérives de ce type-là. Et rassurons-nous, c'est pas le cas. Donc, comment je veux conclure? Quel avenir on va écrire
Et finalement aussi, en tant que recruté ou recruteur ou personne qui vont utiliser, et dans votre vie professionnelle, vous allez probablement être à la fois un peu des deux, d'abord un recruté et potentiellement un recruteur. Vous allez voir arriver ces outils. Bah oui, il ne faut pas qu'on se laisse aller à la solution de facilité. Il ne faut pas laisser disparaître des fonctions qui sont vitales dans les entreprises, qui sont celles du transverse de la ressource humaine, parce qu'effectivement, ce sont les garants du maintien de l'humanité dans les processus de recrutement. Donc, on ne reviendra pas en arrière, l'IA, elle est là. La question, elle n'est pas de l'accepter ou de la refuser, elle est là, au même titre qu'elle est là sur plein de sujets, plein de bouleversements dans plein de métiers. Le but du jeu, c'est de se dire finalement pourquoi je fais centrique sur ce métier, sur le sujet bien précis du recrutement, parce que c'est la porte d'entrée à tous les autres métiers. Donc si déjà on voit effectivement que l'IA elle a un impact à la porte d'entrée, oui, on peut se poser la question de savoir comment ça va se passer quand on sera dans nos missions à nous, et quel impact l'IA va avoir. Mais du coup, le but est donc pas de l'accepter ou de la refuser, mais c'est de la gouverner. Et qu'est-ce que je veux identifier là? Bah voilà, je vais me la refaire à la Matrix pour pas changer. Effectivement, hein, on va avoir le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue. Donc effectivement, la pilule rouge, c'est voilà, l'IA est là. Hein, donc on essaye de se dire comment on va l'utiliser au mieux. Et là, il est souhaitable qu'on parle de plus de recrutement augmenté. Comme on essaye, effectivement, moi j'essaye de le voir sur tous les métiers, hein, le métier technique, le but c'est pas de faire disparaître le technicien, c'est d'augmenter la capacité du technicien. Et bien sur le recrutement, c'est pareil. C'est d'aller vers un recrutement augmenté, une collaboration où l'IA est un assistant, et moi j'ai du mal à la voir autrement qu'un assistant pour le moment, peut-être que ça changera avec le temps, mais disons que le risque est trop important pour le moment de trop enlever l'humain dans l'utilisation de l'IA. Mais donc on la voit comme un assistant euh, performant, puissant, hein, mais subordonné. Donc il y a ce premier travail de détection des talents cachés, et c'est peut-être là qu'il y a une clé, hein, de se dire finalement on continue à faire nos processus, ce qu'on a toujours fait, ce qu'on sait faire dans le recrutement, mais finalement on ramène de l'opportunité parce qu'on est capable de détecter des talents qu'on n'avait pas eu la capacité, le temps, l'énergie, les ressources de ramener parce qu'il y a trop de CV qui arrivaient. Là, on voit plus, si finalement on arrive à un résultat où l'opportunité de sélection est plus importante, ben on aura fait du bon boulot. Mais il ne faut surtout pas donner la décision finale à une IA. L'écoute, l'empathie, et les choix stratégiques, culturels de l'entreprise, ça doit rester du domaine de la prérogative sacrée de l'humain. Et donc la décision doit revenir à un humain. On peut malheureusement faire le choix de la pilule bleue, hein, et puis glisser doucement vers une dystopie douce, hein, un recrutement automatisé, certes avec son niveau d'efficacité, hein. Moi j'ai des doutes, hein, malgré tout. Il aura une efficacité, mais ce sera une efficacité d'apparence qui standardise les profils. Oui, on a des profils qui ont un matching de compétences qui va être très élevé, mais il n'y a plus d'étincelle divine. Il n'y a plus de disrupteur. Il n'y a plus de personne qui va créer de la valeur, qui va dynamiser la valeur de l'entreprise. Et puis finalement, on a déjà des démonstrations qu'on peut renforcer les inégalités et on vide le processus de recrutement de toute son humanité. Et du coup, on arrive dans ce qu'on trouve dans plein de films dystopiques, un Brésil, un Matrix, avec de la déshumanisation, et puis quelque part un petit peu cette moyenne parfaite. Faut pas sortir du rôle. Euh, à l'époque où Apple était encore une grande entreprise qui savait disrupter, elle a fait une pub formidable inspirée du film 1984. Plus personne ne cassera l'écran. Donc voilà, j'avais décidé hein, de faire un petit peu, j'essaye de faire un peu le tour aussi des sujets autour de l'IA. Et c'était important pour moi de parler de l'IA dans le recrutement parce que je vous le dis, c'est la porte d'entrée. C'est-à-dire que avec quels collègues on a envie de travailler? Avec des collègues stéréotypés ou avec des collègues qui vont apporter un brin de folie dans l'entreprise. Est-ce que on veut que notre collègue, lui aussi, un jour, soit une IA?
Disons qu'on a déjà compris il était un collaborateur. Maintenant, c'est quelle position on veut lui donner, mais c'est surtout est-ce que on veut faire en sorte qu'il y ait plus d'IA dans une entreprise que de salariés. Donc, je vous remercie, je vous dis au revoir, abonnez-vous à ma chaîne et puis à la semaine prochaine.